Aujourd'hui, on parle de motivation, d'engagement et d'autorégulation en formation à distance. On s'intéresse plus particulièrement aux stratégies de gestion des ressources, un ensemble de stratégies métacognitives qui est particulièrement intéressant dans le contexte de la formation à distance. On a vu que le problème principal avec la formation à distance était l'abandon et la persévérance, mais quand j'ai posé la question à un groupe d'enseignants qui suivaient avec moi l'été dernier un cours sur comment concevoir la formation à distance, voici ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu, dans le fond, que oui, l'engagement et la motivation, mais la gestion du temps ressortait comme encore plus importante que l'engagement et la motivation. La gestion du temps, c'est une des stratégies de gestion des ressources dans le modèle de Pinterest. On retrouve aussi stratégies de gestion de l'environnement d'études, les stratégies de gestion et de régulation de l'effort, l'apprentissage par les pairs et les demandes d'aide. On va y revenir un petit peu plus tard. La gestion du temps est une dimension qui est particulièrement importante en formation à distance. Je reviens à ma thèse publiée en 2007. Les étudiants que j'ai interrogés dans le cadre de ma thèse, les difficultés avec la gestion du temps étaient la difficulté la plus importante mentionnée par les personnes rencontrées en entrevue. Donc, c'est celle qui était mentionné par le plus grand nombre de personnes devant toutes les autres catégories de difficultés. Dans les mots qu'on fait, on a beaucoup de commentaires comme quoi les étudiants ou les apprenants n'ont pas pu investir le temps nécessaire. Souvent, la gestion du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité peut être donnée à d'autres activités. Puis évidemment qu'à distance, c'est plus facile de donner la priorité à d'autres activités qu'aux activités d'apprentissage dans notre cours. C'est vrai pour les mots, mais c'est vrai aussi pour les cours. On est chez soi, c'est la pandémie, on peut regarder la TV, on peut faire des écrans. Décider de prendre du temps et de l'investir pour que ça soit du temps d'apprentissage, surtout s'il n'y a pas de rencontre synchrone, c'est déjà pour plusieurs apprenants quelque chose qui est difficile. Maintenant, le temps, c'est une drôle de chose parce qu'on pourrait penser qu'il y a une relation directe entre le temps investi à l'étude et finalement les résultats d'apprentissage, la note obtenue. Je vous présente un petit travail d'analyse, en fait, que je n'ai jamais publié, mais qu'on a réalisé dans un des mots que nous avons fait. Ce premier graphique-là vous présente la moyenne du temps investi par les apprenants à chaque semaine. S'agissant en fait du module 1 ou du module 2, on voit que la moyenne est autour d'environ 2h30, 3 heures par semaine. Et ce deuxième graphique-là vous montre une relation quadratique, une espèce d'hyperbole, en fait, et c'est là qu'on voit que la relation n'est pas linéaire. Merci à Florent Michelot pour cette analyse et ce graphique. Alors, on voit que, en fait, les résultats, effectivement, il y a une relation directe. Plus on investit, plus les résultats augmentent jusqu'à ce qu'on arrive à 4 ou 5 heures. Mais là, au-delà de 5 heures, on a un drôle de phénomène qui arrive, c'est que là, plus on investit, plus ça commence à diminuer. Alors, ça veut dire passer à un certain niveau. Le temps investi, si on investit beaucoup de temps, ça veut peut-être dire, c'est peut-être plutôt un signe d'un manque de préalable, d'une incompréhension de la matière qu'un signe d'un engagement. Donc, ça devient un petit peu d'autre chose. Donc, les liens entre le temps et les résultats sont des liens quand même complexes. On ne peut pas imaginer seulement plus de temps. Ça nous renvoie aussi au concept d'engagement cognitif où il ne s'agit pas simplement d'investir du temps, mais il faut investir son temps de manière intelligente et efficace pour pouvoir faire en sorte que le temps investi se transforme en apprentissage. Gestion de l'effort et de l'environnement d'études est une autre composante. Dans une recherche qui a été réalisée auprès de primo-arrivants, c'est-à-dire que des personnes qui étudiaient à l'université pour la première fois, par Martine Mottet et M. Rouissy, en fait, ils ont fait une étude où ils ont mis en évidence beaucoup la dimension stratégie de gestion de l'effort puis stratégie de gestion du temps. Je vous présente un petit peu les résultats. On voit quand même que les primo-arrivants, comme ceux qui ne sont pas primo-arrivants, ont quand même une certaine tendance à procrastiner. Ce n'est pas dramatique, mais on voit quand même ça assez clairement dans les chiffres. Dans les analyses qu'elles ont faites, on voit quand même qu'il y a une influence significative de la planification des activités, des moments d'efficacité, de la non-remise au lendemain, de ne pas effectuer des tâches à la dernière minute et de la remise des travaux dans les délais prescrits. Autrement dit, il y a une influence significative des stratégies de gestion des ressources et des stratégies de gestion de l'effort sur la note finale. C'est rare en éducation qu'on a des recherches où on voit vraiment des résultats significatifs. C'est à l'université, c'est en formation à distance, donc il y a quelque chose là d'intéressant.
Au-delà de ça, écoutez, stratégie d'environnement d'études, c'est quoi l'environnement? C'est d'être capable de se doter d'un environnement d'études adéquat, propre à la concentration, avec des bonnes conditions de luminosité. On a vu que pendant la pandémie, parfois, dans les familles, on se partageait un ordinateur entre 3 ou 4 personnes, des fois plusieurs personnes en même temps, des fois l'enfant travaille dans la cuisine. C'est pas nécessairement mauvais parce que maman ou papa peut être là pour donner de la régulation, mais en fait, il y a aussi l'idée d'une espèce de routine, d'un environnement qui est propre à la concentration. L'environnement d'études, même si on ne l'a pas documenté par la recherche, ça reste très important. L'apprentissage par les pairs, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Je soutiens qu'il est vraiment très important de soutenir l'apprentissage collaboratif sous toutes ses formes, souvent par des courtes activités d'apprentissage en équipe. Donc, ça fait partie des stratégies de gestion des ressources. Et finalement, les demandes d'aide sont un cas un petit peu particulier. Donc, en somme, la recherche met l'accent sur les stratégies de gestion du temps et les stratégies de gestion de l'effort qui sont très importantes. Mais les autres stratégies de gestion des ressources sont aussi à privilégier. Comment est-ce qu'on arrive comme apprenant à s'organiser un environnement d'études qui soutient la concentration plutôt que la distraction? Comment on l'organise pour notre enfant si on est parent? L'apprentissage par les pairs. Et là, je vais vous parler un petit peu des demandes d'aide. Donc oui, ça représente un défi particulier, mais je dirais aussi en même temps des demandes d'aide. Il y a des opportunités particulières parce que vous, comme enseignant, vous pouvez être quelqu'un qui donne de l'aide, mais l'aide peut venir de d'autres personnes, peut venir des collègues étudiants, mais là, on est plus dans l'apprentissage par les pairs. Ça peut venir aussi parfois de d'autres professeurs avec qui les étudiants sont en contact. Ça peut venir du monde du travail. Donc, il y a quand même plusieurs ressources externes qui peuvent donner de l'aide. Dans ma thèse, dans mes résultats, on a vu que les interventions de soutien à la motivation étaient efficaces pour à peu près tous les apprenants, sauf ceux qui en avaient le plus de besoin, c'est-à-dire les étudiants qui avaient la note qui était dans le plus bas quartile. Et je pense que c'est une expérience qui est assez commune au cégep et à l'université, c'est-à-dire que ceux qui ont le plus besoin d'aide ne sont pas ceux qui se présentent aux disponibilités qu'on leur offre. On a besoin de stratégies particulières pour aller les chercher, mais aller les chercher d'une manière qui n'est pas menaçante pour leur estime d'eux-mêmes, d'aller les chercher d'une manière qui ne va pas les étiqueter particulièrement et de les pointer pour dire « toi, j'ai vu que tu avais de la misère, viens me rencontrer ». C'est pas nécessairement la bonne approche. On peut penser peut-être à des forums de questions-réponses où l'anonymat est permis. Donc, il faut leur permettre de demander de l'aide tout en préservant d'une certaine manière leur estime d'eux-mêmes. Il faut aussi pouvoir essayer peut-être de les convaincre de venir vous rencontrer peut-être dans des rencontres virtuelles. C'est pas évident comment. Puis là, en fait, qui dit demande d'aide, dit rétroaction aussi. Alors là, les stratégies, qu'est-ce qu'on leur donne comme explication, comme rétroaction? C'est assez délicat. Il y a toute une littérature là-dessus qu'on va vous partager dans le MOOC sur comment on donne une bonne rétroaction de manière à soutenir la motivation. Alors, j'espère que cette petite présentation vous a inspiré en ce qui concerne les stratégies de gestion des ressources que vous pourrez mettre en œuvre dans votre cours à distance.